Savoir si on est normal, ça perturbe beaucoup de monde. Avec une rapide recherche sur Google, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions. Par exemple, ce gars sur Quora se demande si c'est normal de se parler tout seul à voix haute. Cette femme sur Doctissimo se demande si c'est normal d'être attiré seulement par les petits pénis. Et lui, sur Reddit, se demande carrément si c'est normal de toujours vouloir tuer. Et bien peut-être que toi, là, qui est en train de regarder cette vidéo, t'es en train de te demander si t'es normal. Peut-être que t'as une lubie un peu spéciale, comme la sculpture sur savon ou la course d'autruche, ou peut-être que tu vérifies 15 fois que t'as bien fermé la porte d'entrée à chaque fois que tu sors de chez toi. Et bien si c'est le cas, j'espère que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair. Alors, comment définir la normalité ? En général, quand on pense à la normalité, on pense avant tout à la normalité statistique. Autrement dit, ce qui est normal, c'est d'être comme la majorité des gens. Avec cette définition, tout ce qui est rare est anormal, et tout ce qui est commun est normal. Par exemple, en Europe, c'est normal de marcher avec des chaussures, parce que tout le monde le fait, et c'est pas normal de marcher pieds nus. Et dans le Pendjab, c'est le contraire. Là-bas, la majorité des gens marchent pieds nus, donc c'est ça qui est normal. Au niveau de la santé mentale, les gens qui corrigent les fautes d'orthographe dans les toilettes publiques sont minoritaires. Donc avec cette définition, ce n'est pas normal. Le problème, c'est qu'en raisonnant comme ça, on arrive vite à des jugements un peu moisis. Par exemple, toujours avec cette définition, comme la plupart des gens boivent de l'alcool en soirée, ce qui est anormal, c'est de ne pas boire d'alcool en soirée. C'est un peu comme dire que comme la majorité des gens sont bruns, être blond ou roux, c'est quelque chose d'anormal. Et puis il y a un autre problème. Où est-ce qu'on place la limite entre majorité et minorité ? Par exemple, la moyenne du quotient intellectuel de la population, c'est 100. Alors, est-ce qu'à partir de 101, on peut dire qu'une personne est surdouée ? Vous sentez bien que non, l'écart est trop faible. Mais où est-ce qu'on place la limite ? Est-ce qu'on la met à 110, à 130, à 260 ? Bref, cette définition a deux défauts. D'abord, elle encourage à se fondre dans un moule et elle laisse aucune tolérance à la différence. Et en plus, elle ne marche pas très bien parce qu'on ne sait pas vraiment où placer la limite entre majorité et minorité. Alors, plein de gens se sont arrachés les cheveux pour trouver une meilleure définition. Et il y en a 3 principales qui se dégagent. La première, c'est la normalité culturelle. Avec cette définition, les comportements normaux sont ceux qui sont reconnus comme positifs par la majorité de la population. Par exemple, comme la sincérité et l'honnêteté sont des valeurs positives dans la plupart des sociétés, on voit le mensonge comme quelque chose de malsain et on se méfie des gens qui mentent un peu trop facilement. Ça, c'est cool. Mais cette définition a quand même des problèmes. Par exemple, en Occident, comme on valorise l'extraversion, on imagine forcément que les personnes introverties sont timides et mal dans leur peau. Alors que les introvertis ont plein de qualités, comme le fait de réfléchir avant de parler par exemple, ce qui leur évite de dire des conneries. Ou bien le fait qu'ils soient beaucoup plus loyaux et fidèles, que ce soit en amitié ou en amour. Et de façon plus générale, il y a plein de valeurs complètement what the fuck. Par exemple, c'est normal et valorisé pour un homme d'avoir couché avec plein de femmes. C'est un truc qui nous rend fiers et on aime s'en vanter. Alors qu'à l'inverse, pour une femme, avoir de nombreux partenaires est perçu comme malsain. Avec cette définition, un homme qui resterait fidèle à l'amour de sa vie qu'il a rencontré très jeune, c'est perçu comme complètement anormal. Bref, avec cette définition aussi, il y a une forte pression sociale à se conformer. Et là où c'est particulièrement vicieux, c'est que ton estime de soi dépend énormément de la comparaison que tu fais entre toi et ce qu'attend de toi la société dans laquelle tu baignes. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau a intégré ce que la société juge bien ou pas bien. Par l'intermédiaire des pubs, des messages des médias, de la façon dont tes parents t'ont élevé, de la façon dont se comporte ton groupe d'amis, et même des histoires que tu lis ou que tu regardes sur des écrans. Tout ça a injecté en toi, malgré toi, ce qu'est être une bonne personne. Et si t'es pas mince, en bonne santé, riche, intelligent, extraverti, bronzé, cisgenre, hétéro et compagnie, ton sentiment de valeur personnelle est pas aussi élevé que si tu correspondais à tous ces standards. Pour éviter ce problème, on a proposé une autre définition de la normalité individuelle. Avec cette définition, ce qui est anormal, c'est le changement de comportement d'une personne par rapport à ce qu'elle faisait avant. Par exemple, si une personne se sent épuisée et vidée de toutes ses forces, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Elle fait un burn-out ou une dépression. C'est cool parce que ça permet d'éviter tous les problèmes de comparaison aux autres et l'intolérance qui va avec. Le problème, c'est que certaines personnes se sont senties mal toute leur vie. Par exemple, certaines personnes ont toujours fait des cauchemars ou des crises d'angoisse. Est-ce qu'on peut dire que c'est normal et du coup les laisser avec leurs difficultés sans même essayer de les aider à aller mieux ? Et enfin, dernière définition de la normalité, c'est la normalité adaptative. Avec cette définition, on est censé régler tous les problèmes qui se posaient jusqu'à maintenant. Là, les comportements normaux sont tous ceux qui permettent de fonctionner au quotidien. Et les comportements anormaux sont tous ceux qui perturbent le bon fonctionnement de la vie quotidienne.
Par exemple, la phobie sociale, la dépression, la schizophrénie ou la dépendance aux jeux vidéo, etc. Tout ça, c'est anormal, parce que ça t'empêche de trouver un job, d'avoir des amis et de vivre une vie heureuse. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle introduit la notion de cas par cas, au lieu de règles absolues qui conviendraient à tout le monde. Par exemple, si on prend cette question que j'ai trouvée sur Doctissimo, c'est pas forcément normal ni anormal de continuer à penser à son ex alors qu'on est en couple avec une autre personne. Avec cette définition, ça dépend. Si le fait de continuer à penser à ton ex t'empêche de kiffer ta vie d'une façon ou d'une autre, par exemple en créant des tensions dans le couple ou en t'empêchant de t'engager, alors c'est pas normal. Mais si ça t'empêche pas de vivre une vie heureuse, alors tout va bien, c'est normal. Mais désolé, là encore, il y a un petit problème. Dans certains cas, il y a des comportements qui perturbent la vie quotidienne et dont on aurait du mal à dire qu'ils sont anormaux. Par exemple, les personnes âgées qui se sentent perdues devant la machine à timbre de la poste, alors qu'elle est hyper facile à utiliser, on peut dire que leur réticence à utiliser les ordinateurs est un handicap dans la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'on va vraiment dire que c'est anormal ? Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est la notion même de normalité qui pose problème. Quand on se demande si quelque chose est normal ou pas, il y a un jugement de valeur derrière. Le sous-entendu, c'est que ce qui est normal est bien, et que ce qui est anormal n'est pas bien. Alors qu'on a bien vu, avec chacune des définitions, que certains trucs considérés comme anormaux peuvent en fait être très bien. Par exemple, ne pas avoir besoin de boire de l'alcool pour s'amuser en soirée, c'est plutôt bien en fait. C'est pour ça que dès ma première année de psycho, l'un des premiers trucs que m'ont enseigné mes profs à la fac, c'est que la normalité, on s'en fout. Ce qui compte pour la santé mentale, c'est la souffrance. Au lieu de se demander si un comportement est normal ou pas, ce qui revient à se triturer le cerveau pour rien, ce serait beaucoup plus utile de se demander si un comportement engendre de la souffrance, que ce soit pour soi-même ou pour une autre personne. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. Ça devient hyper facile de répondre aux questions que tout le monde se pose. Est-ce que c'est normal de se parler tout seul ? Ça devient est-ce que ça fait du mal à quelqu'un de se parler tout seul ? Si la réponse est non, alors ça intéresse qui de savoir si c'est normal ou pas ? Est-ce que c'est normal de n'avoir aucun ami ? Ça devient est-ce que ça me rend malheureux de n'avoir aucun ami ? Et pareil, si la réponse est non, pourquoi se soucier si c'est normal ? Mais si la réponse est oui, alors c'est un problème. Et c'est important de lui trouver une solution. Est-ce que c'est normal que je parle encore à mon ex qui m'a trompé plusieurs fois et m'a fait beaucoup de mal ? Là, il n'y a pas beaucoup de doute. A priori, c'est le genre de truc qui entretient des émotions négatives et qui empêche de s'ouvrir à de nouvelles relations. Et pour finir, puisque je sais que ça travaille énormément de gens, on va partir sur un fétichisme sexuel. Cet homme se demande si c'est normal d'aimer les femmes pour leur ventre. Ça change des trucs classiques comme les pieds ou le pony play, mais au final, la question, elle est la même pour tous les fétichismes. Que ça soit normal ou pas, on s'en fout. La question, c'est de savoir si vos préférences engendrent de la souffrance, pour vous ou pour une autre personne. C'est ça qui compte. L'avis du psy, c'est que tant que ça ne fait de mal à personne, continuez de kiffer ce qui vous plaît. Au final, savoir si vous êtes normal ou pas, ça n'a d'intérêt que pour une seule chose, protéger votre ego. Être normal, ça a quelque chose de rassurant. Mais c'est tout, ça avance à rien. Et surtout, vous demander si vous êtes normal, c'est mauvais pour votre santé mentale. Quand vous vous demandez si vous êtes normal, vous êtes dans la recherche de l'approbation de la part d'une source extérieure. Vous recherchez l'avis de psy, de médecins, de vos proches, ou pire, d'internautes que vous connaissez même pas, en espérant qu'ils vous rassurent sur ce que vous vivez. Mais en faisant ça, vous placez la responsabilité de votre bien-être à l'extérieur de vous. Alors que si vous réfléchissez en termes de « est-ce que ça crée de la souffrance ?», la réponse vous amène vers l'une ou l'autre de ces deux conclusions. Soit la réponse est non, ça ne fait de mal à personne et il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon. Soit la réponse est oui, dans cette histoire, quelqu'un morfle. Et dans ce cas, ça ouvre la porte à la recherche de solutions. Au lieu de débattre pendant des heures et de vous autoflageller en vous fouettant avec des orties parce que vous n'êtes pas normal, si vous vous rendez compte que vous ou quelqu'un d'autre souffrez de votre mauvaise habitude, de votre comportement ou de votre personnalité, alors vous pouvez prendre le contrôle. La prochaine étape, c'est de trouver comment régler ça.